11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ingénieur hydrologue Charlène Descolonges. Bonjour Charlène Descolonges. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes une spécialiste de l'eau. Vous lui consacrez d'ailleurs un livre dans la collection Fake or Not aux éditions Tana. Je le montre à l'image pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. L'eau, il en est de plus en plus souvent question dans l'actualité. Sécheresse dans le Midi ou en Espagne, inondation monstre en Italie, rien que pour l'actualité de ces derniers jours. Les pollutions aussi des nappes phréatiques, les tensions, les crises se multiplient à toutes les étapes du cycle de l'eau. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1. Alors comment prévenir ces crises ? Il se trouve que c'est votre métier, Charlène Descolonges, car vous êtes une femme de solution, si je puis dire. Vous croyez très fort en une hydrologie régénératrice du cycle de l'eau. Alors vous allez nous expliquer tout ça, mais peut-être d'abord, le cycle de l'eau, qu'est-ce que c'est exactement, Charlène Descolonges ? Eh bien, le cycle de l'eau, tel qu'on l'a appris à l'école, tous, où on pense que l'eau circule des océans au continent sans encombre, en passant par les rivières et des nappes, des forêts et des zones humides, eh bien, en fait, il est complètement faux. C'est le résultat d'une étude qui montre que dans 98% des cas, on ne représente ni la pollution, ni le changement climatique. En fait, le cycle de l'eau, c'est un circuit fermé qui fonctionne depuis des millions d'années et qui a permis l'apparition de la vie sur Terre. Mais aujourd'hui, il est complètement menacé par nos activités en raison du changement climatique, mais pas que. Aussi, tous nos modes de vie qui impactent à tous les niveaux le cycle de l'eau. En fait, quand on a cette image d'une raréfaction de la ressource en eau, en réalité, la quantité d'eau reste peu ou prou la même. En revanche, c'est sa répartition qui change, Charlène Descolonges, si j'ai bien compris. Exactement, c'est exactement ça. Sans trop spoiler le livre, on va dire direct, voilà, avec le changement climatique, qu'est-ce qui nous attend ? En fait, on va toujours avoir sous nos latitudes les mêmes quantités de pluie qui vont nous tomber sur la tête chaque année. Oui. En France, 500 milliards de mètres cubes. Il y en a 60% qui repartent directement dans l'atmosphère par évaporation. Mais on va toujours avoir globalement la même quantité d'eau. Le problème qui va se poser, c'est qu'elle va se répartir de manière différente. C'est l'allocation qui va changer. On va avoir plus d'eau en hiver, moins d'eau en été. Et donc, ça pose un problème puisque, effectivement, tous nos usages ont été on va dire adaptés en fonction de la quantité d'eau disponible, mais cette répartition va changer et dans le temps, mais aussi dans l'espace. Certaines régions vont s'assécher plus vite et d'autres moins. Alors, vous dites 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent comme ça chaque année sur la France. C'est colossal. On se dit, effectivement, on n'est pas un pays qui manque d'eau. Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre ? Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays qui est à l'abri d'une crise durable de l'eau, d'une sécheresse systémique ? Je ne sais pas si les termes sont les bons, mais vous saisissez l'idée. Alors, oui et non. Effectivement, on a de l'eau. On est un des pays au monde qui bénéficie d'une bonne ressource en eau. Alors, comme je disais, il y en a 60% sur ces 500 milliards qui repartent dans l'atmosphère. Dans une étude montre que la quantité d'eau douce renouvelable chaque année, parce que c'est les pluies qui apportent l'eau via les océans, mais aussi via les forêts, oui. Elle diminue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un changement de régime de précipitation, comme j'expliquais juste avant, et on va avoir du coup moins d'eau qui va arriver. Alors surtout le sud-ouest de la France qui est très impacté. Qui est aujourd'hui d'ailleurs le plus exposé à la sécheresse, exactement. De manière très précoce. C'est toutes ces régions-là, l'ouest, le sud-ouest, le sud de la France, qui va être exposé de plus en plus à des sécheresses. On a une diminution de 14% de la quantité d'eau douce renouvelable en France. Donc, on a toujours de l'eau. Mais encore une fois, c'est assez problématique parce qu'elle se répartit de manière différente dans l'année. Donc, on va avoir une raréfaction quand même de la ressource en eau. Alors, évidemment, là, il faudrait des heures pour expliquer en détail comment on utilise l'eau en France et peut-être les changements, les adaptations qu'il faudrait faire, les ajustements. Mais il y a quand même ce chiffre que vous donnez qui m'a frappé. Vous dites que plus de la moitié de l'eau douce qui est prélevée en France, ça sert à refroidir les centrales nucléaires. Plus de la moitié. La moitié, oui. 16 milliards de mètres cubes d'eau, ce sont les chiffres d'Eau France. C'est le chiffre moyen, je dirais, depuis les 20-30 dernières années. Il est très important en raison d'une chose, c'est que la majorité des eaux prélevées pour ces centrales nucléaires, c'est en circuit ouvert. Et c'est notamment sur l'axe du Rhône, qui est un fleuve glaciaire, donc il y a beaucoup d'eau froide. Et donc, on a ici construit des circuits ouverts, oui. Mais on a aussi le circuit fermé qui prélève moins d'eau, mais qui consomme plus d'eau, puisque on voit partir l'eau dans ces tours réfrigérantes, oui. 50%. Mais alors, vous qui êtes hydrologue, quand vous regardez par exemple les projections, le projet qui est aujourd'hui de recréer de nouvelles centrales nucléaires, d'ouvrir en tout cas de nouveaux réacteurs sur des sites existants, est-ce que vous considérez qu'on prend suffisamment en compte ce paramètre de l'eau et de possibles raréfactions de la ressource à des moments critiques dans l'année, notamment l'été ? Je pense que d'une manière générale,
on n'a pas pris conscience, on n'a pas pris la mesure de ce qui nous arrive avec le changement climatique sur le cycle de l'eau. Les impacts sont, comme je le disais, systémiques, autant sur la quantité d'eau que sur la qualité, la thermie. Et effectivement, pour le nucléaire, on va avoir des problèmes de température d'eau. On regarde trop le thermomètre, si je puis dire, le changement climatique sur le plan des températures. Exactement. Et pas suffisamment sur le point de vue pas sur le cycle de l'eau. L'eau, on en parle très peu. On ne parle pas de l'empreinte eau. Peut-être qu'on en parlera après. Ah bah de plus en plus, là, oui. Et oui, et l'empreinte eau, on parle beaucoup d'empreinte carbone et pas d'empreinte eau. On ne parle pas beaucoup de biodiversité, ni de biodiversité aquatique qui s'effondre littéralement dans nos rivières. Alors, c'est vraiment un vrai sujet. C'est effectivement l'avenir, la souveraineté énergétique de la France se pose au regard des quantités d'eau et la thermie qui va évoluer avec le changement climatique. Qu'est-ce que vous appelez l'empreinte eau exactement ? Alors, l'empreinte eau, c'est un concept qui date depuis plus de 10 ans, on va dire. C'est toute l'eau douce qu'on mobilise en fait pour fabriquer notre alimentation, nos vêtements, notre café du matin. Voilà, par exemple, une tasse de café, 136 litres d'eau, 1 kilo de bœuf, 15 000 litres d'eau, un jean, 11 000 litres, un smartphone, 12 000 litres. Donc, c'est toute l'eau qui a été nécessaire à un moment donné dans le processus de fabrication pour créer tous nos objets du quotidien. Oui. Et l'empreinte eau, c'est chaque jour, chaque Français, entre 4 000 et 5 000 litres d'eau invisible. Attendez, chaque jour, chaque Français, 5 000 litres d'eau invisible. Et oui, et à l'échelle du monde, donc, l'humanité s'est approprié 26 000 milliards de mètres cubes d'eau. 26 000 milliards de mètres cubes d'eau, c'est absolument effarant. Oui, ça nous dit rien, mais je suis étonné par votre chiffre que vous donnez de 5 000 litres par jour, parce qu'on a plutôt en tête ce chiffre qui revient souvent, 150 litres, et là-dedans, il y a l'eau que vous buvez, la douche, etc. Mais... En fait, on mange de l'eau. Oui. On mange de l'eau, c'est essentiellement, à 85%, notre empreinte eau, c'est de l'eau verte, c'est de l'eau pour l'alimentation. Et le problème, c'est que l'eau verte, c'est une des limites planétaires qui vient d'être franchie. Et on en parle très peu. Le plan eau du gouvernement ne parle absolument pas d'empreinte eau, de l'eau verte. Et l'eau verte, c'est l'eau qui est contenue dans les sols et qui est mobilisée par les plantes pour grandir. On a pris la main sur cette eau verte en cassant des prairies pour cultiver les céréales, en déforestant massivement, en s'étalant dans les villes et en construisant des routes. Et le problème, c'est que en modifiant l'humidité des sols, on modifie complètement l'hydrologie, les nappes, etc., etc. Ça devient d'ailleurs un sujet, on l'a vu avec le sujet des bassines qui s'est imposé. On se met à commenter les chiffres que donnait tous les ans le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, sur le niveau des nappes phréatiques. Voilà que probablement ça va apparaître bientôt dans les bulletins météo. C'est une bonne chose, c'est assez angoissant également, Charlène Descolonges. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la ressource en eau en France aujourd'hui, pensez-vous ? Oui, je pense qu'il n'y a pas que la France qui doit s'inquiéter et on doit tous être mobilisés sur cette ressource en eau vitale. On ne pourrait pas vivre plus de 3 jours sans eau. Néanmoins, je ne veux pas non plus être catastrophiste. On a de l'eau. C'est juste qu'on ne sait pas encore comment bien la gérer et comment surtout l'infiltrer. Le problème, il est précisément là. Il faut infiltrer l'eau. En fait, comme je disais, l'eau verte, donc qui est cette limite planétaire qui a été franchie, fait en sorte que on a accéléré ce cycle de l'eau. L'eau de pluie qui tombe à la surface d'un sol part. Et la grande pensée des agriculteurs qui justement sont pour les bassines disent en fait l'eau qui tombe, elle ne retient pas, elle n'est pas retenue dans le sol, donc elle part à la mer. Donc nous, on veut créer ces bassines pour irriguer. Et moi, précisément, le problème, c'est faisons en sorte que l'eau qui tombe à la surface d'un sol reste le plus longtemps possible. C'est la base de toute la pensée de l'hydrologie régénérative et de faire en sorte que l'eau qui reste sur un territoire, on va essayer de végétaliser, densifier les arbres, les forêts, etc., recréer des zones humides. Ce sont nos principaux alliés contre le changement climatique et pour faire en sorte que l'eau reste sur les territoires. L'hydrologie régénérative, je ne l'ai pas dit, mais c'est le nom d'une association que vous avez cofondée. Plus d'informations évidemment sur Internet. Je renvoie aussi à la lecture de votre livre, Charlène Descolonges, L'eau, fake or not, c'est aux éditions Tana. Merci d'être venu nous éclairer, on a posé le constat, en tout cas sur le cycle de l'eau. On va pouvoir maintenant aborder la question des solutions. Et je vous donne rendez-vous dans 20 minutes, on ira en Israël, justement, où là-bas on entreprend de manière industrielle la désalinisation de l'eau de mer. Nous irons visiter l'une de ces plus grandes usines de désalinisation. Rendez-vous dans 20 minutes.